Bonjour à toutes et tous, bienvenue à une nouvelle édition d'Euroquestions, la série de webinaires courts de l'Institut Jacques Delors, où 2 mercredis par mois, nous décryptons l'actualité et nous présentons nos travaux. Aujourd'hui, évidemment, nous abordons la question de la présidence française du Conseil de l'Union européenne qui s'ouvrira le 1er janvier prochain. Nous sommes ravis d'accueillir Sébastien Maillard, directeur de l'Institut Jacques Delors. À l'approche du dévoilement du programme de cette présidence courant décembre, nous aurons avec lui l'occasion d'aborder quelles en seront les priorités dans le contexte particulier de l'élection présidentielle en France. Alors que les incertitudes liées à la crise sanitaire se font persistantes et que les tensions aux frontières occupent déjà le champ politique et médiatique en ce début de campagne, comment envisager ces 6 mois de présidence? Avant de céder la parole à notre intervenant, je vous rappelle que l'outil questions-réponses est disponible en bas de votre écran. Vous pouvez poser vos questions que je relayerai à M. Maillard dans la seconde partie de ce webinaire. Je vous souhaite un très bon Euroquestion. Sébastien, à toi. Merci Mathieu et merci à vous toutes et tous qui êtes, je crois, très nombreux à suivre cette Euroquestion qui se situe à un mois jour pour jour avant le début de ce qu'on appelle donc la présidence française du Conseil de l'Union européenne. Et je reviendrai sur l'appellation de ce nom complet. C'est un exercice devenu suffisamment rare pour être relevé. En fait, les présidences tournantes du Conseil, c'est un peu devenu comme les comètes. Le passage est assez rare et de plus en plus espacé et périodique. Et du coup, ça mérite une observation précise. Peut-être d'abord le contexte institutionnel, avant de parler du contexte politique. Je disais, c'est une présidence du Conseil de l'Union européenne et ça vaut le coup d'insister sur le mot Conseil de l'UE, puisque très souvent, et par un peu facilité, on dit présidence de l'Union européenne. Pourquoi c'est important de bien dire présidence du Conseil de l'UE? Il s'agit ici simplement vite de resituer le Conseil dans la galaxie des institutions de l'Union européenne. Le Conseil, c'est une institution clé de l'Union européenne, dans ce qu'on appelle le carré institutionnel, où il y a la Commission, le Parlement européen, la Cour de justice de l'Union européenne. Et donc, ce Conseil des ministres de l'Union européenne, tout ça on prend le nom au complet, il est distinct du Conseil européen qui, lui, réunit les chefs d'État et de gouvernement, qui est une institution maintenant à part entière, avec sa propre présidence. Le Conseil des ministres de l'Union européenne, lui, avec le Parlement européen, il est d'ordinaire le co-législateur des propositions que lui soumette la Commission européenne. C'est donc un organe clé, un législateur, qui est donc bien sûr différent de la Commission. Il est composé de différentes formations thématiques, l'agriculture, l'économie et les finances, l'emploi, affaires sociales, l'affaires étrangères, l'affaires générales, le commerce, transport. En fait, la France présidera ainsi 9 domaines thématiques. Donc, les ministres français de l'agriculture, de l'économie ou de l'emploi présideront respectivement des conseils thématiques qui couvrent leur champ. C'est un exercice très encadré, très contraint lorsqu'on préside le Conseil des ministres, puisque toutes les réunions officielles sont nécessairement à Bruxelles, sauf au mois d'avril et de juin où elles se tiennent à Luxembourg. Aussi au mois d'octobre, ce n'est pas pendant le second semestre de notre présidence. Elles sont préparées en amont par ce qu'on appelle le COREPER, donc le Conseil des représentants permanents, qui sera aussi présidé du coup pendant cette période-là par la France. C'est toujours le pays qui a la présidence tournante qui préside le COREPER durant cette période. Et c'est vrai que si on regarde la présidence du Conseil par rapport aux autres institutions européennes, elle a la particularité de tourner tous les 6 mois. C'est un peu une spécificité, puisque la Commission, elle, a une présidence qui est relativement stable de 5 ans. Le Conseil européen est présidé actuellement par Charles Michel pour 2 ans et demi renouvelables. La Banque centrale européenne a une présidence de 8 ans. Et le Conseil Affaires étrangères, lui, échappe à la présidence tournante, puisqu'il est présidé par le haut représentant également pour 5 ans, donc par la personne de Joseph Borrell. La Cour de justice a bien sûr son propre président et le Parlement européen a aussi son propre président qui devrait changer donc à mi-mandat au début de l'année prochaine. Donc en fait, l'Union européenne, vous voyez, n'a pas stricto sensu de présidence. Il n'y a pas le fameux numéro de téléphone unique selon l'expression de Kissinger. Mais la France a donc présidé une institution clé de l'Union européenne qui s'appelle le Conseil
de l'UE. C'est un exercice aussi contraint dans le sens où, depuis le traité de Lisbonne, qui est en vigueur depuis 2009, on préside avec d'autres. Les présidents se font de manière coordonnée sous le trio. La France là, va inaugurer un nouveau cycle avec la République tchèque et la Suède qui président successivement les semestres suivants avec un programme coordonné. Là, on termine un cycle avec Allemagne, Portugal, Slovénie. Et le rôle de celui du pays qui assure la présidence, c'est bien sûr avant tout d'être un faiseur de compromis, un honnête courtier. Il est là pour être, tout en restant impartial, neutre, intègre, à faire essayer d'émerger un consensus à 27. Et c'est peut-être ça l'exercice, le premier exercice de la présidence, c'est celui le plus difficile, parce que vraiment, mettre 27 pays d'accord, on le sait, selon les sujets plus ou moins épineux, c'est compliqué, ça demande d'y passer beaucoup de temps. Il faut, en fait, on attend d'une présidence qu'elle imprime une force de direction aux négociations. Il faut qu'un ministre mousse sa chemise pour vraiment arriver à faire en sorte que mettre tout le monde d'accord. Et donc, effectivement, selon d'une présidence à l'autre, on le fait avec plus ou moins de talent. Un autre point important des prérogatives lorsqu'on assure la présidence, c'est qu'on tient l'ordre du jour, on tient l'agenda. C'est donc une façon de fixer des priorités, les dossiers qu'on pense les plus intéressants, les plus importants à faire avancer. Mais en ce sens-là, on ne peut pas non plus l'agenda qu'on veut, puisqu'on est tributaire des propositions de la Commission, puisque c'est la Commission qui donc met sur la table des textes. Là, il y en a actuellement près de 250 dans les tuyaux. On le fait donc, je disais, en lien avec les autres présidences à venir. On est aussi quelque part tributaire et héritier de la présidence sortante, ce sur quoi elle a pu aboutir ou faire avancer les choses. Et puis, avant tout, peut-être, on est en tout tributaire des événements. Souvenez-vous, en 2008, lorsque la France a pris sa dernière présidence, elle n'avait pas imaginé devoir tout d'un coup gérer une crise financière, c'était au moment de la chute des Lehman Brothers, gérer une crise en Géorgie, agressée par la Russie. Là, Mathieu Meunier le rappelait, on avait surtout les incertitudes aujourd'hui à la crise sanitaire, la crise du Covid. Il y a aussi la crise liée au prix de l'énergie. Donc, les événements ont vite fait de s'inviter, de s'imposer à un agenda savamment préparé. Puisque le plus important, bien sûr, finalement, dans une présidence, c'est aussi tout le temps de préparation. Un rôle important pour faire émerger des consensus, je disais, ce n'est pas seulement à la table du Conseil de l'Union européenne avec les 27 ministres, c'est aussi ensuite, lorsqu'un accord a été trouvé entre les 27, il faut ensuite donc négocier avec le Parlement européen et avec la Commission pour, dans ce cas des trilogues, de faire avancer les négociations. Et là aussi, c'est le pays qui assure la présidence, donc la France, qui représentera les 27 dans ces trilogues, et c'est un point important pour vraiment aboutir à des résultats. Mais une présidence, ce n'est pas seulement, bien sûr, tout ce que je décris sur le plan législatif et institutionnel à Bruxelles, même si c'est le premier lieu, la première raison d'être d'une présidence tournante du Conseil, c'est aussi une façon, dans le pays hôte, de faire exister le débat européen et en quelque sorte de ramener aussi l'Europe en France. Et là, je voudrais peut-être sur le contexte politique insister en quoi cette présidence française du Conseil de l'Union européenne, qu'est-ce qu'elle a de particulier. D'abord, effectivement, les présidences tournantes sont égales de 6 mois, qu'on soit un petit ou grand, moyen pays, qu'on soit un nouvel entrant ou pays fondateur de la France. Donc, pour ça, je dirais la France n'a pas elle a les 6 mois comme tout le monde, mais c'est un pays moteur, un pays fondateur, un des grands États membres de l'Union européenne. Ça fait 13 ans qu'elle n'a pas eu cette présidence, et donc effectivement, c'est un moment pour elle important pour imprimer aussi ses priorités. Peut-être dans le contexte européen, c'est important de noter que cette présidence, elle se situe à mi-mandat de la Commission, à mi-mandat de la législature du Parlement européen. En 2008, par exemple, on était vraiment en fin de législature, donc il y avait une certaine pression à aboutir sur certains dossiers, puisqu'on savait qu'après, il y aurait des élections européennes et que du coup, ça retardait d'autant la conclusion
de plusieurs dossiers clés. Là, on ne se situe pas au même moment. En revanche, et ça va bien sûr échapper à personne, le contexte politique intérieur compte aussi dans cette présidence française, puisque au mois d'avril a lieu l'élection présidentielle en France, suivie au mois de juin des élections législatives. Ce n'est pas une première, au sens où il y avait déjà eu dans la présidence française du Conseil de 1995 une présidentielle en France, et on se souvient que François Mitterrand voilà, finissait son mandat et Jacques Chirac lui avait succédé. Mais peut-être une différence avec la période actuelle, c'est que d'une part, il n'y avait pas de législative derrière en juin. François Mitterrand ne se représentait pas, donc ce n'était pas le même cas de figure où là, on peut présumer que le président sortant sera candidat à sa succession. Et puis politiquement, on sortait d'une période de cohabitation et avec la victoire de Jacques Chirac, finalement, politiquement, il y avait eu une certaine stabilité dans la continuité des affaires. Et bien sûr, la présidence ne sera pas pour autant, on ne va pas s'interrompre pendant un mois, il n'y aura pas de suspension de séance. Il y aura la continuité de l'appareil d'État pour assurer cette présidence. Ces élections obligent les ministres en fonction à observer ce qu'on appelle une période de réserve électorale qui traditionnellement commence 2 à 3 semaines avant le premier tour de la présidentielle, donc autour du 15 mars, ce qui effectivement pour l'implication, pour la communication des ministres au Conseil pourra forcément restreindre cet exercice, et on peut s'attendre à ce que ce soit davantage les diplomates ou la ressource publique qui assurent cette continuité, et ce qui fait effectivement que beaucoup de ce qu'on appelle les conseils informels, donc les réunions de ministres, des 27 ministres, non pas à Bruxelles dans un cadre législatif comme tu écrivais avant, mais de manière informelle dans le pays hôte pour discuter entre eux sans prendre de décision. Et là, on parle de 18 conseils informels qui auraient lieu donc pendant le premier trimestre de l'année prochaine, pour justement que les ministres qui présideront ces réunions, ces conseils, ne se retrouvent pas dans la période de réserve électorale. Ces conseils informels auront lieu à travers la France, mais une place éminente sera bien sûr réservée à Strasbourg, qui est, comme on sait, le siège du Parlement européen. Peut-être autre caractéristique propre aussi à une présidence française, c'est que la langue française sera mise à l'honneur. Professeur Christian Lequesne a récemment remis un rapport sur l'importance du multilinguisme, et si on peut s'attendre à une présidence qui veille à ce que le français et les autres langues de travail et le multilinguisme soient bien mis en avant. Ça, c'est pour le contexte intérieur en France. Il y a le contexte donc européen où on se situe dans la législature. Et enfin, il y a bien sûr d'autres contextes politiques dans d'autres pays qui vont marquer cette période. D'une part, la présidence française va commencer aussi dans une Allemagne post-Merkel, puisqu'on s'attend à ce que la semaine prochaine, sans doute le 8 décembre, le haut chancelier Olaf Scholz soit investi, qui sans doute viendra-t-il à Paris dès le lendemain, et donc un gouvernement allemand, nouveau gouvernement fédéral, cette coalition tricolore, sera déjà sur pied au moment où la présidence française commencera, ce qui est une bonne nouvelle, puisque, souvenez-vous, on redoutait peut-être que ces négociations allemandes se prolongent et quelque sorte, elles privent la France d'un relais et d'un partenaire important pendant sa présidence. Donc ça, c'est bien sûr on a vu un programme européen aussi ambitieux du côté de ce nouveau futur gouvernement allemand. Donc ça va bien sûr aussi être une donnée importante pour la réussite de cette présidence française. Un autre moment politique important aussi au sein pendant ce semestre prochain, ce sont aussi les législatives attendues en Hongrie au mois d'avril, qui remettent en cause le mandat de Viktor Orban, qui n'est pas du tout sûr d'être reconduit. C'est un jeu très ouvert. Donc là aussi, quand c'est l'importance politique que représente aujourd'hui Viktor Orban, c'est aussi une donnée importante pour cette présidence, où on sait aussi que les sujets liés à l'état de droit, au respect des droits fondamentaux,
importe dans le débat européen. Je voudrais terminer ce trop bref exposé par parler un peu des priorités attendues du prochain semestre. Les priorités, il y en a beaucoup. On me dit parfois qu'il y avait trop de priorités. Et trop de priorités, finalement, tuent les priorités. Donc, il y avait quels sont finalement les résultats que la présidence peut espérer obtenir pendant ces 6 mois qui passent très vite. 6 mois, ça passe très vite. Lorsqu'on préside le Conseil de l'Union le semestre suivant, ça passe aussi très vite parce qu'il s'est même amputé un peu en partie avec l'été. Là, il y a 6 mois plein, même si effectivement il y a cette question des élections au milieu. Moi, j'ai noté au moins 3 dossiers sur lesquels on voit dans le discours du gouvernement la volonté d'arriver à des résultats. Première, c'est ce qui concerne la directive sur les salaires minimaux adéquats dans l'Union européenne. Il ne faut surtout pas appeler un SMIC européen. Mais il s'agit effectivement d'encadrer, de donner un cadre légal pour que les salaires minimaux dans les différents pays soient d'un niveau décent. C'est une législation qui est déjà en cours de négociation, puisque la Commission l'a proposé en octobre 2020 et c'est en cours de discussion. Mais la France fait un point d'honneur à ce que ce sujet qui est propre à ce qu'on appelle l'Europe sociale puisse aboutir pendant sa présidence. Un autre point important sur lequel est mis l'accent, c'est ce qu'on appelle le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Vous savez, c'est parfois ce qu'on appelle aussi abusivement une taxe carbone aux frontières. En tout cas, il s'agit de lutter contre les fuites de carbone lorsqu'on importe des produits venant de pays où il n'y a pas de marché du carbone. Là-dessus, c'est une négociation difficile. Ce n'est pas du tout sûr qu'elle aboutisse pendant les 6 mois, puisqu'elle est liée à un paquet plus large de propositions pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc, on sait que dans ce paquet global, tout est lié. Mais sur ce point du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, la France espère faire avancer les discussions, puisqu'on sait que c'est une idée qui lui tient à cœur. Mais peut-être c'est d'abord dans le domaine de la régulation des géants du numérique que peut-être la France avancera en premier, puisqu'on sait que déjà sous présidence slovène, les 2 directives actuellement en discussion, ce qu'on appelle DMA et DSA, donc sur les marchés du numérique et les services numériques, ça touche donc à toute la gestion des données, au ciblage des publicitaires et autres enjeux sur le web. Là, on va arriver dans la phase des trilogues, et donc ce sera la France qui devra prendre la tête du Conseil dans ces trilogues et donc qui espère aboutir là-dessus. Il y a d'autres dossiers sur lesquels aussi la France espère marquer des points pendant sa présidence. Je pense notamment à la boussole stratégique de l'Union européenne, qui est ce document qui est une sorte de livre blanc de la défense qui vise à ce que les 27 s'entendent sur une lecture commune du monde et des menaces du monde et des risques et l'apprécier de manière similaire pour avoir une culture stratégique commune. Là, il y a déjà un premier projet qui circule, on en verra une deuxième, mais le but c'est d'aboutir au sommet des 24-25 mars pour endosser cette boussole stratégique et aussi la compléter avec peut-être la création d'une force d'intervention européenne de 5000 hommes qui pourrait être déployée facilement sur des théâtres quand subissent des crises à l'extérieur. Ça, c'est donc aussi une importante priorité. Et puis enfin, puisque la France héritera du si compliqué et si sensible et si important, Mathieu le rappelait au début, lié à la crise migratoire, le pacte d'asile et de migration que la Commission avait proposé en septembre 2020, qui avance très doucement et lentement et au cours des présidences portugaises et slovènes. La France espère avancer là-dessus, et notamment regardera de près la révision du code de frontières Schengen que la Commission devrait présenter la semaine prochaine et faire avancer cela pour davantage renforcer les frontières extérieures de l'Union pour qu'elles soient bien gardées de manière égale à travers tout l'espace Schengen. Voilà pour les dossiers les plus
prioritaires parmi les priorités, en tout cas ceux sur lesquels la présidence française espère afficher des résultats d'ici le 30 juin. Mais encore une fois, comme je disais au début, les événements ont vite fait aussi de s'inviter dans un agenda européen. Et donc, il faut toujours garder beaucoup d'humilité, modestie lorsqu'on veut prédire ce que va être une présidence du Conseil, puisque elle est avant tout un lieu où se décide, on juge une présidence pas seulement à ses résultats, mais aussi à sa capacité de réaction, à sa réactivité face au tumulte du monde et de l'agenda européen. Donc voilà ce que je voulais dire pour dire à un mois du début de l'exercice comme fondamentaux à avoir en tête pour bien suivre et observer de près cet exercice qui s'annonce bien sûr passionnant. Je suis maintenant ouvert à vos questions. Merci beaucoup, Sébastien. En effet, on a reçu des questions de nos auditeurs. Donc, je vais te poser deux questions à la fois. C'est des questions, première salle de questions sur la devise de la France pour cette présidence du Conseil de l'Union européenne. Tu l'as dit, il se peut fortement que l'actualité vienne se mêler au programme de cette présidence. Un auditeur nous demande, à la lecture de la devise de la présidence française, le mot relance semble déjà dépassé puisque la pandémie ressurgit avec vigueur. N'est-on pas face à une réelle incertitude des actions entreprises pour cette PFUE? Et un autre auditeur nous demande de préciser le mot appartenance dans cette devise. Puissance appartenance, ce sera effectivement la devise de cette présidence. La précédente 2008 n'avait pas de devise. Hein. C'est un peu nouveau de maintenant mettre des devises à chaque présidence du Conseil. La Slovénie en avait une, mais ce n'était pas forcément toujours d'habitude. Il ne faut pas forcément chercher à retrouver sous chacun des trois mots des dossiers. Je pense que dès qu'on essaie de mettre sous chacun des mots telle ou telle priorité, tel ou tel dossier, finalement, on s'y perd puisque les trois mots finalement se tiennent ensemble. Un sujet de on y tient beaucoup puisque d'ailleurs c'était aussi des mots qu'on utilise pour notre propre programme de travail. La relance, bien sûr, ça veut dire que pendant le prochain semestre, le plan de relance européen, le Next Generation EU, cet énorme emprunt fait par la Commission pour aider et faire des prêts et des transferts budgétaires aux États membres consécutivement à la crise du Covid, il faut que ce plan de relance soit visible, qu'il soit sonnant et trébuchant. Il y a presque un défi de dépenses, de bonne gestion, rapidement, pour faire en sorte que cette relance soit manifeste. Et donc, je pense que le Covid, au contraire, ne la rend que d'autant plus nécessaire. Donc là, ça veut dire une relance économique, une relance sociale, une relance verte, tous ces qualificatifs qui sont liés dans les différents plans de relance nationaux qui sont mis en œuvre actuellement. Il y a des premières tranches qui commencent à être déboursées. Donc là, il s'agit avant tout d'un objectif de bonne mise en œuvre d'un dossier sur lequel la France, avec l'Allemagne, a été clé pour l'enclencher. On se souvient de ces 4 nuits de juillet 2020, lorsque cela a été décidé. Donc maintenant, la présidence française arrive à un moment où ce plan de relance doit être mis en œuvre. Et puis, ça pose aussi la question de la relance. Est-ce qu'on veut la pérenniser? De quelle manière ce plan de relance c'est une fois parce que lié à la crise du Covid-19, ou est-ce qu'on juge le niveau d'investissement nécessaire tel face aux objectifs de neutralité climatique que nous nous sommes fixés à l'horizon 2050, qu'il faut les faire au niveau européen? Et donc, il y a aussi l'idée derrière de pérenniser d'une manière ou d'une autre les investissements européens, donc la relance. Le mot sur appartenance, c'est peut-être effectivement le mot le plus original, le plus inattendu dans une présidence française. Ça renvoie à plusieurs dimensions. D'une part, je disais que la présidence d'un pays, c'est l'occasion dans le pays d'être un peu l'ambassadeur de l'Union européenne. Ça veut dire qu'il s'agit pour les Français de se réapproprier le projet européen, peut-être même de se réconcilier avec ce projet, puisqu'on a vu, nous avons présenté au début de semaine un rapport que nous avons fait avec le Kantar et le CEVIPOF de Sciences Po sur les Français et l'Europe. On voit à quel point les rapports sont ambivalents, voire défiants vis-à-vis de l'Union européenne. En tous les cas, nous ne sommes pas les plus europhiles de cette union. Donc, la question de à quel point les Français se sentent appartenir à ce projet commun d'Union européenne, la présidence est une bonne occasion de mettre cette question d'appartenance sur la table à travers plusieurs actions. Mais c'est aussi l'appartenance, c'est aussi à quel point nous adhérons
ensemble, les 27, aux mêmes valeurs, les valeurs européennes. Pas toutes les mêmes valeurs, mais quelles valeurs nous avons en commun. Ça aussi, c'est un sujet d'appartenance. Donc, je mettrai aussi tout ce qui est lié à le respect de l'état de droit et le respect des valeurs communes. C'est aussi un enjeu de l'appartenance à un projet commun. Bien sûr, ça pose aussi la question plus largement aussi de la place de l'Europe dans les médias. Quel point, pendant ces 6 mois de présidence, on verra aussi plus d'Europe dans nos médias, qui, on le voit aussi en France, plutôt souvent frileux sur le sujet. Donc, c'est ça qui est derrière ce sujet. Et peut-être aussi, pour finir sur l'appartenance, il y a aussi tout l'enjeu de la conférence sur l'avenir de l'Europe qui, on le sait, a démarré, qui est une idée au départ française. Il y aura sans doute un jalon important qui marquera cette conférence sur l'avenir de l'Europe au mois de mai. Ça ne devrait pas être le point final. On pense plutôt que cette conférence, sans doute, l'exercice se prolongera. Mais c'est aussi une façon, à travers cet exercice de participation citoyenne à la définition même de l'avenir du projet européen, de cultiver cette appartenance. Donc, les 3 mots sont importants. C'est vrai que ça sonne mieux en français que lorsqu'on le traduit en anglais, mais peut-être le mot puissance aussi, qui n'était pas dans la question, mais sur lequel je voudrais dire un mot, puisqu'on parle de la devise. Puissance, peut-être que dans d'autres langues, dans d'autres pays, c'est un mot qui fait un peu peur, mais c'est derrière aussi tout le débat de ce qu'on appelle plus souvent à Bruxelles de l'autonomie stratégique, ou en tous les cas, ou ce qu'on appelle ailleurs aussi, c'est le cas dans le contrat de coalition allemand, la souveraineté stratégique. De quelle manière est-ce que l'Europe, l'Union européenne, arrive à être une puissance respectée par les autres puissances du monde, je pense à la Chine, aux États-Unis, à la Russie, faire en sorte que nous soyons respectés et reconnus en tant que puissance. Et là, donc, effectivement, la priorité dont je parlais sur le document de boussole stratégique est un de ces éléments. Merci beaucoup. Deux questions sur le fait que cette présidence française du Conseil de l'Union européenne se déroulera en même temps que l'élection présidentielle. Un auditeur demande pourquoi ne pas avoir décidé de reporter cette présidence du Conseil de l'Union européenne. Un auditeur demande également à quel point le fonctionnement du Conseil serait affecté par l'élection présidentielle à compter de son second trimestre. Doit-on s'attendre à ce que peu de dossiers aboutissent à cette période? Alors, première question, pourquoi est-ce qu'on a finalement, est-ce qu'on n'a pas renoncé à cette présidence alors qu'on avait la présidentielle? Le choix a été fait d'abord en 2016. Il y a eu une décision du Conseil du 26 juillet 2016, donc avant l'élection d'Emmanuel Macron, et au niveau du Conseil, des 27, de revoir le calendrier à la suite du Brexit, à la suite du référendum sur le Brexit qui avait eu lieu un mois avant, et aussi pour faire entrer la Croatie dans ce calendrier qui avait été déjà fixé. Et la Croatie étant un nouvel État membre à l'époque, n'était pas encore, cette présidence n'était pas encore assurée. Donc on a retiré le Royaume-Uni, on a introduit la Croatie, et effectivement la France donc a assumé déjà à l'époque que sa présidence tomberait pendant la présidentielle. Donc, lorsque Emmanuel Macron a été élu en 2017, il savait déjà que c'était déjà prévu que son mandat comporterait cela. Il y aurait bien sûr, tout État membre peut toujours faire valoir que ça ne l'arrange pas et qu'il faudrait renégocier le calendrier. On aurait pu inverser avec les Tchèques, mais finalement, ça ne s'est pas fait. Donc, c'est un choix politique, mais qui est assumé aujourd'hui. Et il n'y aura pas de rupture en tant que telle dans l'exercice de la présidence. Il y aura expliquer une continuité au moins institutionnelle. La France sera toujours à la table du Conseil, la présidence sera assurée. C'est sûr que ça met une pression pour faire en sorte que les dossiers aboutissent avant le premier tour de la présidentielle. On ne peut pas imaginer le chef de l'État, surtout s'il se représente, venir les mains vides en termes de résultats de sa présidence du Conseil avec le premier tour. Donc ça met une pression pour les 3 premiers mois à ce que des résultats soient affichés. Il y a aussi la point d'interrogation si un sommet en France, un sommet informel des chefs de gouvernement se tiendrait le 11 mars au nom d'Europe 2030 pour déjà envisager l'Europe à une autre échéance. Mais au mois d'avril, oui, on peut s'attendre à ce que cette présidence devienne plus, on va dire, aux mains de la haute fonction publique, aux mains des ambassadeurs, aux mains des
du secrétaire général des Affaires européennes, de la représentation permanente à Bruxelles. Ça permettra au dossier d'avancer techniquement. C'est sûr qu'on ne peut pas imaginer de décisions politiques trop lourdes prises entre les deux tours, mais c'est aussi un moment où, par ailleurs, c'est à Bruxelles les congés de Pâques qui sont un moment toujours où il y a une certaine relâchement aussi du rythme des dossiers tels qu'ils sont conduits pendant ce semestre-là. Si on regarde le calendrier prévisionnel, il y a effectivement moins de conseils aussi importants qui se tiennent à cette période-là. Donc, je ne m'attends pas à une rupture, mais plutôt à une pression à ce que les 3 premiers mois soient mis à profit pour ça. La vraie question, c'est si effectivement il y a un changement de président et tout un changement de majorité, effectivement, la fin de présidence ne sera plus du tout la même que celle du début. Mais les dossiers européens et les priorités françaises étant ce qu'elles sont, je pense que des sujets que j'ai évoqués comme le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières ou ce que j'ai évoqué sur les salaires minimums, finalement, sont assez consensuels gauche et droite. Je ne verrai pas forcément une grande remise en cause par un nouveau gouvernement sur ces priorités mêmes. Merci beaucoup. Et peut-être une dernière question pour finir, une question un peu pronostique. Parmi les priorités proposées pour cette présidence française de l'Union européenne, laquelle, selon vous, a le plus de chances d'aboutir et laquelle semble le plus difficile compte tenu du temps imparti? Effectivement, c'est un peu un jeu de devinette, mais je pense que sur les questions des 2 directives numériques, DSA, DMA, elles sont bien avancées. La présidence slovène a fait bien progresser. Donc, si les trilogues se passent bien, ça peut aboutir oui, au cours du prochain trimestre. Sur le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, c'est plus compliqué. L'Allemagne, on le voit dans le contrat de coalition, il est ouvert, mais c'est un dossier techniquement aussi dur. Il faut que ce soit bien compatible avec les règles de l'OMC. Il ne faut pas non plus que ça nous fâche durablement avec nos partenaires commerciaux. Donc celui-là, il peut, je dirais, avancer politiquement et progresser. Mais est-ce qu'il aboutira au bout de 6 mois? Ce serait, sachant qu'en plus qu'il est lié, comme je disais, à un paquet législatif plus large avec les 12 propositions qui ont été mises sur la table au mois de juillet. Il y en aura d'autres aussi ce mois-ci. Donc ça, c'est peut-être un des plus compliqués. Et sur les salaires minimum, effectivement, on verra comment les choses avancent avec notamment les pays comme la Suède qui est très réservé sur ces questions, mais il y a des chances que ça puisse aboutir pendant cette présidence. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à ces questions. Nous vous remercions d'avoir assisté à cette édition d'Euroquestions. L'enregistrement vous sera renvoyé par mail dans la foulée du webinaire. Enfin, je vous annonce d'ores et déjà que le prochain épisode d'Euroquestions se déroulera en anglais le 15 décembre à 14h30 et nous accueillerons Daniela Schwarzer, membre de notre conseil d'administration et directrice de l'Open Society. Elle évoquera pour nous le programme européen de la nouvelle coalition fédérale allemande. Nous vous remercions d'avoir été parmi nous pour cette session d'Euroquestions et nous vous souhaitons un très bel après-midi. Merci beaucoup, Sébastien. Merci.